Bienvenue sur Europe 1 en ce vendredi 8 mars et bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. 8h le journal Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Il y a 33 ans, Coluche lançait sur Europe 1 ses Restos du Cœur. Aujourd'hui, les enfoirés sont toujours plus indispensables. Concert diffusé ce soir et grand week-end de collecte dans les supermarchés. Le sort du cardinal Barbarin entre les mains du pape François. Nous irons au Vatican où l'archevêque condamné hier est attendu pour remettre sa démission au souverain pontife. À suivre également, plongé dans le quotidien d'une prison passoire où toutes sortes d'objets entrent sans contrôle. Les personnels pénitentiaires toujours mobilisés pour réclamer plus de sécurité. La lutte contre les violences conjugales au cœur de la 42e journée pour le droit des femmes. Vous verrez comment un chat sur Internet peut aider à libérer la parole. Et puis 3e vendredi de mobilisation en Algérie. Le président Bouteflika met en garde les contestataires dans un message écrit. 8h12, Vincent Hervouet, la Corée qui fait 3 pas en arrière. Et puis 8h15, Audrey Caspo-Mara reçoit Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Europe 1. C'était une petite idée comme ça, lancée au micro d'Europe 1 en 1985. Coluche aurait sans doute aimé que son concept ne soit plus nécessaire 33 ans après, mais c'est bien le contraire. Désormais, les Restos du Cœur restent ouverts toute l'année. Les bénévoles lancent ce week-end leur grande campagne de collecte de denrées alimentaires. Vous les verrez à la sortie de votre supermarché. Ils espèrent en rassembler 8000 tonnes. Hélène Terzian les a suivis. Chasuble rose sur le dos, les bénévoles des Restos du Cœur accueillent les clients à l'entrée du supermarché. Bonjour madame, c'est la collecte nationale des Restos du Cœur. Objectif, les retrouver après le passage en caisse. Vous voulez qu'on vous aide, madame? Jennifer arrive le caddie rempli. Elle vient de dépenser plus de 30 € pour l'association. Je suis en train de déballer les produits que j'ai achetés pour les restaurants du cœur. Des choses qui pourraient se garder. Du café, du thé, chocolat, 2 boîtes de tomates, 3 boîtes de thon. J'aide cette association par ailleurs, mais je trouve que c'est une excellente initiative. Il faut penser aux autres. Les Restos du Cœur espèrent récolter 8000 tonnes de denrées alimentaires, de quoi préparer 8 millions de repas, mais aussi des produits d'hygiène. Et Marie, bénévole, insiste, il faut aussi des produits pour bébés. Au resto, aujourd'hui, on accueille énormément de mineurs. On a aussi des structures qui accueillent spécifiquement les mamans et les bébés jusqu'à 1 an. Et on sait que tout ce qui est hygiène bébé, couches, les premiers âges, petits pots, petits shampoings, en fait, sont des choses assez chères. Donc c'est vrai qu'on le signale particulièrement sur les produits bébés. Ces produits, une fois collectés, sont ensuite triés, stockés dans un entrepôt avant d'être distribués cet été. Hélène Terzian pour Europe 1. Et c'est aussi ce soir que sera diffusé le grand concert des Enfoirés sur TF1 avec comme petit nouveau sur scène un certain Kylian Mbappé. Tiens. Les CD et DVD seront en rayon dès demain. Chaque vente permet de financer 17 repas au Resto du Cœur. Dans l'actualité également, Sébastien Krebs, le cardinal Barbarin, condamné hier, est attendu au Vatican. Condamné pour ses silences face à la pédophilie, l'archevêque de Lyon va mettre son sort entre les mains du pape François. Il doit lui remettre sa démission en personne dans les heures qui viennent ou dans les tout prochains jours. Et dans un contexte de tolérance zéro au Vatican, la décision du souverain pontife sera particulièrement scrutée. Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Depuis le début du procès Barbarin il y a 3 ans, le pape François n'a cessé de soutenir le cardinal français. Mais aujourd'hui, il va devoir trancher entre 2 options, refuser ou accepter sa démission. Mais le pape est attendu au tournant sur cette affaire. D'abord parce que depuis 1 an, le souverain pontife a déjà accepté une dizaine de démissions des évêques et des cardinaux liés à des affaires d'abus sexuels au Chili et aux États-Unis. Mais c'est surtout que depuis le sommet historique sur les abus sexuels il y a 2 semaines, le Vatican se targue de vouloir appliquer la tolérance zéro. Accepter la démission du cardinal Barbarin, primat des Gaules, haut représentant de l'Église de France condamné pour son silence. Ça serait donc un signe fort et concret de la part du chef de l'Église catholique, d'autant que jusqu'à maintenant, il reste très rare de voir le pape prendre les devants et destituer de lui-même un responsable de l'Église pris dans un scandale de pédophilie. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1. À Bruxelles, on connaîtra aujourd'hui la peine prononcée par la cour d'assises à l'encontre de Mehdi Nemmouche. Les jurés l'ont d'ores et déjà déclaré coupable de l'attentat du musée juif. 4 assassinats, ils ont balayé la thèse complotiste avancée par l'accusé. Et puis cette affaire de pédophilie dans l'intimité d'un cercle familial, ça se passe dans l'Isère. 7 personnes sont mises en examen pour des viols et agressions sexuelles commis sur une fratrie. Des enfants de 4, 7 et 10 ans. La mère, le beau-père, l'oncle, la grand-mère et 3 autres personnes ont été placées en détention provisoire. Europe 1 de 8h04. Une nouvelle journée d'action des gardiens de prison aujourd'hui. La colère ne retombe pas. Tous les syndicats appellent à une mobilisation massive aujourd'hui. Les personnels pénitentiaires réclament davantage de moyens de protection, des fouilles élargies et évoquent des prisons passoires où toutes sortes d'objets peuvent entrer en échappant à tout contrôle. C'est le cas à la pourtant très récente prison de Nantes où s'est rendu François Coulon.
C'est une maison d'arrêt flambant neuve de 2012 et pourtant une prison passoire où l'essentiel des objets interdits tombe du ciel. Les saisies de l'an passé donnent le vertige à Daniel Joliet, syndicat UFAP-UNSA. 850 téléphones portables, 10 kilos de drogue, des couteaux céramiques, on a trouvé 6. Demain, un détenu qui a de très mauvaises intentions peut tout à fait se faire projeter une arme, y compris les explosifs. Alors c'est très facile de s'approcher au plus près des murs d'enceinte de 6 mètres de haut. Il y a juste à franchir un grillage avant de cibler les 4 cours de promenade. Les lanceurs sont payés 50 € par envoi. William Kozik, Force ouvrière. Week-end dernier, 60 projections entre le samedi et le dimanche. On est totalement impuissants. Nos collègues des Miradors, ils font que compter les projections. Ils viennent par dizaines des fois et c'est infernal. Du jour au lendemain, il suffit qu'un détenu parte dans une idée de tuer et puis on pourra juste compter les blessés ou les morts. Seule solution pour mettre un coup d'arrêt à ce gros trafic, l'installation de filets métalliques au-dessus des cours de promenade. C'est cher, 800 000 €. Il faudra attendre décembre 2021 pour la pose. Nantes, François Coulon, Europe 1. La politique et le débat sur le retour de l'ISF n'aura pas duré bien longtemps. C'est l'une des grandes revendications des Gilets jaunes. Elle était portée hier par des députés communistes à l'Assemblée. Fin de non-recevoir, les députés ont rejeté leur texte avant même l'examen des amendements. Il n'y aura pas de grand soir fiscal, a dit Édouard Philippe. Le Premier ministre plaide pour une refonte uniquement des impôts locaux. Il s'est invité hier soir dans une réunion publique dans l'Essonne, organisée dans le cadre du grand débat. Et la suite du journal avec Sébastien Krebs. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Des rassemblements sont prévus aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes, avec pour mot d'ordre l'égalité professionnelle et la lutte contre les violences conjugales. Depuis le 1er janvier, 30 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est un chiffre en augmentation. Le nombre de plaintes pour harcèlement et agression sexuelle a lui aussi bondi dans le sillage du mouvement MeToo. La parole se libère, mais parce qu'il est parfois trop difficile de parler, des associations viennent de créer sur Internet un chat, une messagerie ouverte aux victimes. Et c'est un robot qui leur répond. Explication avec Marguerite Lefebvre. Seul en face d'un ordinateur, moins intimidant qu'un tête-à-tête. Une simple page à ouvrir sur Facebook et le chat débute. C'est Alexia Leron qui a fondé l'association Elle-Cetera. Le robot va se présenter en quelques mots. C'est le robot qui va poser une série de questions et il va y avoir un panel de réponses prédéfinies. Ça va se dérouler comme ça automatiquement jusqu'à ce que le robot puisse comprendre quelle est la violence qui a été subie par la jeune femme. Agression sexuelle, harcèlement, mettre des mots sur les violences subies pour ensuite se faire aider. C'est l'objectif de ce robot, simplifier le premier pas qui est souvent le plus compliqué pour les victimes. 2 bureaux plus loin, Louise Delavier pianote sur son clavier. Là, j'ai un cas assez classique de photos volées. Avec son association En Avant Toutes, elle a fondé le tout premier chat destiné aux femmes victimes de violences. C'est parfois plus facile quand on a envie de pleurer, qu'on a la boule dans la gorge, de pouvoir parler par écrit. Aussi parce qu'on ne voit pas la personne, qu'on se sent beaucoup moins jugé et parce qu'on se sent beaucoup plus anonyme. Un canal de discussion à destination des plus jeunes qui fonctionne, si bien que le gouvernement a également décidé il y a 6 mois de lancer son propre chat géré par des policiers et des gendarmes spécialisés. Marguerite Lefebvre. Et puis au moment où beaucoup de femmes craignaient un report de la loi généralisant l'autorisation de la PMA, la procréation médicalement assistée, la secrétaire d'État Marlène Schiappa promet ce matin dans le journal Le Parisien qu'elle sera bien à l'agenda du Parlement avant l'été. Aux États-Unis, l'étau judiciaire se resserre sur l'entourage de Donald Trump. Son ancien directeur de campagne a été condamné cette nuit à 47 mois de prison pour des fraudes fiscales et des malversations mises au jour dans l'enquête sur ses liens avec la Russie. Le Venezuela dans le noir complet, gigantesque panne d'électricité à Caracas et dans tout le pays hier soir. Les coupures de courant sont légion, mais jamais de cette ampleur. Sans donner plus d'explications, le gouvernement de Nicolás Maduro dénonce une attaque criminelle sur une centrale et parle de guerre de l'électricité. Et puis en Algérie, c'est moi ou le chaos. Voilà en substance le message d'Abdelaziz Bouteflika diffusé dans un communiqué de l'agence officielle. Le président algérien évoque une conspiration et met en garde son peuple au moment où justement un nouveau vendredi de contestation est attendu dans les rues du pays. Jean-Sébastien Soldaini. Le message tient dans une simple lettre, lue en son nom par sa ministre des Télécommunications au cours d'une cérémonie officielle. Quelques mots qui semblent à contre-courant, où le président algérien félicite ses concitoyens pour leur maturité, avant d'ajouter que le pluralisme démocratique en Algérie est désormais une réalité palpable. Des mots qui sonnent comme une provocation pour Maria, étudiante de 19 ans. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous comprennent, ils veulent nous faire croire qu'ils sont fiers de leur peuple. Donc, ils essayent de faire croire que le peuple est entendu.
et que c'est grâce à eux, en fait, entre guillemets, que nous avons cet éveil des consciences, alors que absolument pas. Ils veulent juste inciter à la haine, ils veulent juste, en fait, nous pousser à agir par colère. Le président algérien ne s'arrête pas là. Il met en garde contre des infiltrations du mouvement par des puissances étrangères. Elles pourraient susciter la fitna, dit-il, le désordre ou la guerre civile en arabe. Des mots lourds de sens en Algérie et qui choquent d'autant plus ses opposants car ils ne sont pas directement prononcés par le chef de l'État. Des mots qui laissent une nouvelle fois chez les manifestants l'impression d'un manque de respect d'Abdelaziz Bouteflika envers sa population. Jean-Sébastien Soldaini, le football et le Stade Rennais qui est forcément prévenu, ne jamais crier victoire trop vite. On a vu le PSG, mais Rennes a tout de même pris une belle option sur une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa hier soir. 3-1, victoire face à Arsenal. Match retour dans une semaine, jeudi prochain. Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs.